Alors la France impériale est une France qui est tenue très sérieusement en main par l'empereur, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des formes d'opposition, et en particulier même jusque dans la société parisienne en fait. Alors c'est une opposition qui vit toujours d'une manière relativement discrète, qui ne se fait pas trop connaître, parce qu'on sait que l'empereur peut être très mécontent de ce que l'on peut dire dans les salons qui sont très importants à l'époque parce que ce sont vraiment les lieux de la sociabilité, où la société se reçoit, on reçoit les artistes, les musiciens, et il y a beaucoup de gens qui tiennent salon à Paris. Alors ici, nous présentons en fait trois portraits de trois figures de l'opposition qui sont en même temps des personnages qui sont très liés les uns aux autres. Au milieu, Chateaubriand, le grand écrivain François-René de Chateaubriand, qui est en opposition avec le régime impérial depuis la période même précédente, c'est-à-dire depuis l'époque consulaire. Chateaubriand est pas très bien vu par Napoléon, mais en même temps, il sait que c'est un écrivain important, donc il le ménage. Et Chateaubriand s'est lui-même remis en retrait par rapport à la cour impériale, ce qui n'empêchera pas qu'il soit élu à l'Académie avec le soutien de Napoléon. Et puis, à côté de Chateaubriand, donc à sa droite, on a Madame Récamier, qui a été une grande figure de Paris sous le consulat et au début de l'Empire. C'est là la femme une des femmes les plus séduisantes en Europe que tout le monde vient voir à Paris. On fait presque le voyage à Paris pour venir voir Madame Récamier chez elle. Elle reçoit dans son salon, qui est décoré avec la première élégance. C'est une femme qui a à la fois des charmes physiques incroyables, une grâce absolue, de la conversation, de l'esprit, et qui reçoit dans son salon un peu toutes les tendances politiques, jusqu'au moment où on lui explique qu'il faut qu'elle cesse de recevoir un certain nombre de gens qui sont moins bien vus par l'empereur. Donc elle refuse ça, et l'empereur fait, d'une façon assez autoritaire, fermer son salon. Pendant ce temps, son mari, qui était banquier, fait banqueroute. Tout ça n'est sans doute pas le fait du hasard. Et Madame Récamier est malheureusement contrainte finalement de quitter Paris et de s'exiler et de rejoindre en exil une autre personnalité qui se trouve de l'autre côté, qui est Madame de Staël. Madame de Staël, c'est une femme suisse d'origine, qui est la fille du banquier Necker, qui a été l'un des surintendants des finances de Louis XVI à la fin de l'Ancien Régime. C'est une femme qui a été élevée dans le salon de ses parents, dans l'esprit des Lumières. Le salon était fréquenté par tous les beaux esprits du XVIIIe siècle. Et très jeune, en fait, elle a été déjà un bel esprit, et elle devient une femme de lettres qui compte vraiment à Paris. Mais elle a l'idée d'écrire un certain nombre d'ouvrages un peu qui montrent l'évolution vers une société plus moderne, et elle est très vite en opposition avec Napoléon, dont elle voudrait en fait qu'il soit son grand homme. Elle voudrait être la muse du régime, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle fait peur en fait à l'empereur. C'est une femme très déterminée, assez indépendante, qui est un peu féministe sur les bords, et qui est aussi originaire du monde suisse, qui est proche du monde germanique, donc un monde que Napoléon n'aura de cesse de combattre pendant tout son règne. Et au moment où elle veut écrire un grand ouvrage sur l'Allemagne, dont Napoléon entend parler, là c'en est trop, Napoléon décide qu'elle n'aura plus, elle ne sera plus bien vue à Paris. Donc il l'a fait chasser de Paris, elle est exilée, et les années passant, elle est exilée de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elle soit assignée à résidence dans la maison de ses parents à Coppet, en Suisse, où elle est vraiment tenue prisonnière sous une étroite surveillance par la police impériale. Et alors elle, qui avait espéré être la grande femme de ce régime impérial, tandis que l'empereur est le grand homme, pour elle il y avait ces deux grandes personnalités qui étaient les deux premiers personnages de l'Europe, elle n'arrivera pas finalement à ses fins. Napoléon prendra peur en quelque sorte, et la parade qu'il trouve, c'est effectivement l'exil pour Madame de Staël, mais qui aura sa vengeance parce qu'elle restera une grande figure dans le monde des lettres jusqu'à aujourd'hui. On présente un ensemble de meubles aussi dans cette exposition pour rappeler que Versailles, sous l'Empire, a été l'une des résidences impériales. Pas vraiment le château lui-même, mais le Grand Trianon et le Petit Trianon que Napoléon a fait restaurer pour s'y installer. Surtout, il y est venu en fait après son mariage, son remariage avec Marie-Louise, donc la fille de l'empereur d'Autriche. Et Napoléon demande toujours dans ses résidences impériales un mobilier très fastueux, mais pour lui-même, il aime des choses simples. Et en fait, on présente quelques-uns là des meubles qu'il a aimés. Un meuble très courant, évidemment dans toutes les chambres, ça a toujours été la table de nuit, ce qu'on appelle le somno, qui est un meuble qui est là, qui porte ici, c'est un meuble qui porte l'inscription somno, je dors, donc une influence de l'Antiquité. Un meuble dans lequel en fait on plaçait tout simplement d'une manière assez triviale le pot de chambre pendant la nuit, et que l'on dissimulait dans un placard en général pendant la journée. Et Napoléon, lorsqu'il travaille chez lui, aime beaucoup travailler sur un guéridon très simple, comme celui que vous avez là, sur lequel à la fois il prend des notes, il consulte des livres. C'est aussi un guéridon sur lequel il prend son repas, toujours très vite, puisque c'est un homme qui vit à 100 à l'heure, qui est toujours pressé, donc qui déjeune, qui dîne à toute vitesse. Et puis, quand il prend du repos
dans l'intimité, vraiment en privé, il aime bien s'installer sur ce petit meuble, ce petit canapé, en fait, qui est un siège pour une personne, sur lequel en fait on s'installe non pas droit de manière très stricte, mais plutôt en travers. C'est un meuble sur lequel on se vautre en passant les pieds sur la côtoire, et en général le meuble est toujours passé devant la cheminée, comme ça l'hiver on se chauffe les pieds au coin du feu, ce qui est une façon agréable de se tenir. Et puis on voit derrière en fait un lavabo, avec une cuvette en porcelaine de Sèvres. C'est un meuble que l'empereur utilise beaucoup pour sa toilette. L'empereur prend aussi des bains, bien sûr, mais pour faire une toilette de chat, il utilise le lavabo comme ça, et il a déterminé lui-même la taille de la cuvette, en fait, qui lui permet de faire ses ablutions sans mettre de l'eau partout. C'est lui qui l'a déterminé. Il a commandé beaucoup de ses meubles à ses ébénistes, Marcion, Jacob Desmalter, et fait faire la cuvette en porcelaine très belle par la manufacture de porcelaine de Sèvres, qui atteint sous son règne en fait un niveau de qualité extraordinaire. Comme le dit une célèbre chanson enfantine, Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Effectivement, ça tout le monde le sait, mais cette mort n'est en quelque sorte pas définitive, puisque en fait il est mort, on l'a enterré dans un tombeau sans inscription, ça les Anglais qui le tenaient en captivité avaient insisté là-dessus, et finalement c'est le gouvernement de Louis-Philippe en 1840 qui décide, pour faire diversion dans une situation politique assez compliquée en Europe, de créer un grand événement réconciliateur qui permettra à tous les Français de se réconcilier autour d'un grand moment de leur histoire. Et on a l'idée, en fait, le principal ministre de Louis-Philippe à l'époque, a l'idée de faire rapatrier la dépouille mortelle de Napoléon de Sainte-Hélène à Paris. Donc on demande l'autorisation du gouvernement anglais, bien entendu, qui en est d'accord, parce que maintenant que Napoléon est mort, effectivement, il n'est plus un personnage très encombrant, et on organise ce retour. Donc le roi Louis-Philippe met au point une expédition navale, un peu militaire aussi, qui est placée sous la conduite de l'un de ses fils, le prince de Joinville, qui est officier de marine, et ils vont, l'expédition avec un bateau, la Belle Poule, la frégate la Belle Poule, va chercher à Sainte-Hélène le cercueil de Napoléon. Donc on ouvre le tombeau, on sort le cercueil de l'empereur, on ouvre le cercueil pour voir si l'empereur est bien là. Il y a d'ailleurs un constat d'état qui est fait par le médecin légiste à l'époque, pas très appétissant sur le sujet. On referme le cercueil que l'on met dans un grand cercueil d'ébène et que l'on charge sur la Belle Poule, et là, après quelques mois de navigation, quelques semaines et quelques mois, le bateau arrive en France et on organise un grand retour. On charge finalement le cercueil sur une péniche qui va remonter la Seine jusqu'à Paris. Et le 15 décembre 1840, par un froid glacial, il fait un froid terrible à Paris, pas de neige mais un froid vraiment polaire, le bateau décharge le cercueil à Courbevoie et on le charge sur un grand catafalque qui va traverser Paris en descendant, en passant sous l'Arc de Triomphe qui vient d'être terminé. Il descend tous les Champs-Élysées et on le voit sur ce tableau qui passe sur la place de la Concorde, où il prend le virage en quelque sorte pour traverser la Seine, et on va aller déposer ce cercueil dans l'église des Invalides, où il va rester jusqu'à ce que le tombeau en fait soit prêt. Une vingtaine d'années plus tard, le tombeau que l'on connaît encore aujourd'hui, créé par l'architecte Visconti, sera prêt pour placer le cercueil. Donc c'est le retour de Napoléon à une époque où il y a encore beaucoup de témoins vivants de cette époque, bien sûr. On voit le catafalque tiré par les chevaux, le prince de Joinville, le fils du roi, avec ses aides de camp qui suit des soldats, enfin des cavaliers portant les drapeaux de l'armée impériale. Donc c'est une sorte de retour à la gloire impériale qui était encore très présente dans les mémoires françaises, en fait, que l'on orchestre dans ce Paris de 1840 pour un peu faire retomber les tensions du moment et puis faire plaisir à la population. C'est un spectacle absolument incroyable qui a été décrit par tous les contemporains, en particulier Victor Hugo. Et certains des contemporains racontent que par un effet extraordinaire, le ciel semble s'être mis de la partie, puisqu'en fait au moment où le char arrive sur la place de la Concorde, les nuages s'écartent et le soleil descend pour éclairer le catafalque. Donc le ciel lui aussi approuve cette grande opération de communication qui est organisée autour du retour des cendres, qui ouvre du coup une nouvelle page de la légende napoléonienne. Je vous en prie.